Bonjour à ce nouveau numéro de Bienvenue à la Comfi, le premier de cette nouvelle législature. Alors je vous fais rapidement un résumé des épisodes précédents puisque je n'ai pas fait de Bienvenue à la Comfi pour ceux qui suivaient depuis la dissolution. Il y a eu une majorité, certes relative, une majorité donnée au groupe du nouveau Front Populaire. Et suite à cette élection, la décision d'Emmanuel Macron, vous le savez, de ne pas laisser le nouveau populaire gouverner avec Lucie Castet à sa tête. S'en est suivi aussi un certain nombre d'élections dans l'Assemblée nationale, et parmi ces élections à l'Assemblée nationale, il y avait l'élection du président de la Commission des finances. Vous savez que le président de la Commission des finances est obligatoirement, constitutionnellement, un membre de l'opposition. Et que la tradition était, jusqu'à maintenant, que les députés qui soutiennent le gouvernement ne participent pas à l'élection du président de la Commission des finances. Donc ça, c'était en juillet. De façon à essayer de trouver un accord pour se partager les postes entre les macronistes et les républicains, il y a eu un accord entre Gabriel Attal, manifestement, et Laurent Wauquiez, pour imposer à la présidence de la Commission des finances une députée qui soit issue du camp des Républicains, qui s'appelle maintenant Droite républicaine. Bien, cette élection imposait quelque part pour eux que justement les membres, les commissaires aux finances issus du camp gouvernemental, donc on va dire de la majorité gouvernementale, même s'ils sont minoritaires, je ne sais pas si vous me suivez, c'est compliqué, mais c'est comme ça, ne votent pas. Et là, cette fois-ci, ils ont décidé de voter, en gros, pour me dégager, puisque j'étais à nouveau candidat. Bon, tout ça a échoué. Et j'ai été élu président de la commission des finances. Et le corollaire de ça, c'est que comme pour que tout ça échoue, évidemment, on ne s'est pas laissé faire et que nous avons trouvé une alliance avec le groupe Lyot. Le corollaire de ça, c'est que le rapporteur général a été élu, c'est Charles de Courson. Je dis ça parce que depuis, vous savez que le duo Coquerel de Courson a pas mal été sur les réseaux sociaux. Pour deux raisons. C'est un duo assez inédit, en fait. C'est-à-dire que pour la première fois, la commission des finances, le président de la commission reste bien d'opposition au gouvernement, donc au gouvernement Barnier, tel qu'il est sorti il y a quelques semaines, des réflexions d'Emmanuel Macron, mais en général, le rapporteur général est du côté du gouvernement. Et là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le rapporteur général, a priori, ne sera pas du côté du gouvernement, puisque le groupe Lyot est dans l'opposition. Curieusement, le duo président de la commission et rapporteur général représente davantage ce qui va être souvent majoritaire à l'Assemblée, mais aucun des deux n'étant du côté du gouvernement. Pour le gouvernement, ça va être assez compliqué d'aborder les débats dans cette commission, et finalement, c'est tant mieux. On va voir pourquoi, vu le budget qu'il nous prépare. Le deuxième élément, donc après ce calendrier, ça a été d'essayer d'aller récupérer les documents dont nous savions qu'ils étaient en confection à Bercy, malgré le fait que le gouvernement soit démissionnaire. On savait que ce gouvernement avançait sur un budget, avec à l'époque les ministres démissionnaires Le Maire et Thomas Cazenave, et que nous étions les seuls finalement à être privés des documents qu'ils envoyaient dans les ministères, les fameuses lettres de plafond, alors même que là aussi, la Constitution, ce qui s'appelle la loi organique, théoriquement oblige à ce que nous ayons les documents depuis mi-juillet. Et donc fin août, on n'avait toujours rien. Donc vous avez suivi ça avec Charles de Courson. On a essayé de faire respecter nos droits constitutionnels, qui est que, en général, au président de la commission des finances et au rapporteur, même pas en général, obligatoirement d'ailleurs, on donne les documents budgétaires qu'ils souhaitent. Et donc ces fameuses lettres de plafond, donc vous vous souvenez maintenant les lettres de plafond, hein, c'est ce qui est envoyé à chaque ministère qui fixe le budget pour l'année suivante. Nous essayons de les obtenir. Bon, on n'y est pas arrivé, ce qui est un problème. Il y aura sûrement des recours qui seront faits ultérieurement, parce que ça contrevient complètement à la loi organique, c'est assez lunaire. Cette façon de refuser à l'Assemblée, et notamment aux membres de l'Assemblée qui en ont le droit constitutionnel, ces documents. Et ça a été un épisode où on s'est confronté justement à la fois à Matignon, à Bercy, pour finalement arriver à obtenir, il y a quelques semaines, au moins un document nous traçant les premières mesures d'austérité prévues vis-à-vis des ministères, documents qui ont été actualisés au moment où je vous parle, en ce début de semaine, puisque le gouvernement a envoyé un cadrage budgétaire au Conseil des finances publiques. C'est un peu compliqué, mais il est obligé de le faire, et donc on a eu ces documents. Alors, qu'est-ce que nous dit ce budget ?
auquel nous allons faire face. C'est le budget le plus austéritaire de la Ve République. C'est un budget qui propose pas moins de 40 milliards de dépenses publiques en moins. 20 milliards sur le budget de l'État et 15 milliards sur le budget de la sécurité sociale. Le reste étant une partie de dépenses fiscales en moins, ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire les dépenses fiscales, on n'est pas forcément pour, exonération, aide aux entreprises, etc. Mais surtout, en plus, manifestement, les collectivités territoriales qui seront amenées, elles aussi, à cotiser à cette politique austéritaire. Bon, c'est énorme, je vous l'ai dit, ça n'a jamais été fait sous la Ve République, c'est plus de 2% du PIB, c'est quelque chose qui est pire que ce qu'a vécu la Grèce au moment de la crise des subprimes, donc ça dit bien la gravité. Alors, ça va avoir deux effets, ce budget, si jamais il passait. C'est que, d'une part, ça va évidemment amputer énormément de services publics. Les budgets baissent considérablement au niveau du sport, au niveau de l'aide au développement, au niveau du travail, au niveau de l'économie, au niveau de l'asile, immigration, au niveau de beaucoup de ministères. Ça va aussi amputer considérablement la politique écologique. Rendez-vous compte, par exemple, que les fonds verts, qui sont des fonds que l'État met au service des collectivités territoriales, charge à celles-ci de compléter ces sommes pour des mesures prises en faveur de la transition écologique. Donc c'est absolument vital. Ces fonds-là vont baisser de 60%. Ce qui est absolument lunaire, parce qu'on a un Premier ministre qui nous parle d'écologie, mais de l'autre côté, on baisse les budgets de l'écologie, alors même que chacun s'accorde à dire qu'au contraire, il devrait décupler quasiment pour atteindre des objectifs, ne serait-ce que les accords de Paris. C'est aussi des budgets qui pensent impacter l'éducation nationale d'1 milliard d'euros. La recherche et l'enseignement supérieur également. Donc vraiment des budgets absolument drastiques, 20 milliards d'économies, je vous dis, sur le budget de l'État. Sur la sécurité sociale, on connaît quelques éléments donc qui vont s'attaquer aux retraités, notamment à travers la non-indexation à l'inflation des pensions, mais aussi, manifestement, j'aime bien peur, aux indemnités journalières. Enfin, pour trouver 15 milliards, croyez-moi, il va falloir qu'il y aille de manière sévère, alors même que là aussi, tout le monde dénonce les déserts médicaux, l'hôpital public a besoin d'argent partout, et bien ça va être des mesures qui vont mettre encore en difficulté le système public de santé. Et les collectivités territoriales, contrairement à ce qu'ils disent, ont des comptes qui ne sont pas en déficit, pâtissent du fait que chaque année, leur dotation globale financière n'est pas indexée sur l'inflation, qu'ils ont des impôts qui ont été enlevés qui ne sont pas complètement compensés, je pense à la CVAE, je pense à la taxe d'habitation, ils pâtissent en plus de différentes mesures, je pense par exemple aux droits de mutation qui sont basés sur la question de l'immobilier dont chacun sait qu'il ne va pas bien dans le pays, donc là aussi ils vont souffrir. Donc, plan d'austérité absolument terrible. À côté de ça, ces 40 milliards qui, soit dit en passant, nous sont demandés au pays parce que les déficits sont plus importants que prévu. Bon, ce qui montre d'ailleurs l'échec total de la politique du gouvernement précédent, et de la politique d'offre et compétitivité, puisque c'est une politique qui se fitait comme objectif prioritaire de baisser les déficits. Alors non seulement les déficits n'ont pas baissé, ils ont explosé. Si rien n'était fait, on nous promet 7% pour l'an prochain, uniquement parce qu'il y a eu plus de 62 milliards d'économies d'impôts, de baisse d'impôts, et notamment en faveur des plus riches. C'est ça qui explique ces déficits. Ces 62 milliards ne seraient pas sur la table, on serait en dessous de 3%. Donc ces déficits ont explosé, donc c'est l'échec de leur politique parce qu'ils se fixaient ça comme objectif prioritaire, mais en plus de ça, c'est l'échec de leur politique parce que quand vous baissez les dépenses publiques, ça a un aspect récessif sur l'économie, tout le monde le sait. Quand vous continuez à favoriser les revenus capital, à défaut des revenus du travail, salaires et autres, eh bien là aussi c'est mauvais pour l'économie et c'est mauvais pour le pouvoir d'achat, c'est mauvais pour la grande majorité de nos concitoyens, mais c'est aussi mauvais parce que tout ça ne permet pas d'avoir des marges pour investir, notamment en matière écologique. Donc la boucle est bouclée, un échec total de la politique d'offre et compétitivité qui sévit en France, mais sévit aussi aujourd'hui dans les pays européens, qui est d'ailleurs remise en question dans beaucoup d'endroits. Donc, en vertu de ça, au nom de ces déficits supérieurs, il nous promet ces 40 milliards l'an prochain d'économies, auxquels il faudrait ajouter, excusez-moi avec les chiffres, mais croyez-moi que derrière, c'est des besoins des Français qui ne pourront plus être atteints, auxquels il faut ajouter dès cette année des budgets rectificatifs qui verraient
le budget de 2024, j'espère que vous me suivez, amputé de 26 milliards. Donc 26 milliards sur 2024, énorme, et l'an prochain, 40 milliards de baisse des dépenses publiques. C'est absolument une catastrophe d'un point de vue budgétaire. À côté de ça, il y a 20 milliards quand même que ce gouvernement propose d'aller récupérer, gouvernement Barnier, et cette fois-ci, quelque part, ils nous donnent raison. Ils disent, on peut pas quand même ne pas faire cotiser, alors disent-ils de manière très temporaire, les grandes entreprises qui ont vu, elles, leur profit exploser avec le macronisme, les ultra-riches qui ont vu leur profit exploser. Ils disent, on va aller chercher de l'argent dans les 0,3% des contribuables français les plus riches qui ont accumulé des dizaines de milliards d'euros. Nous, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. France Insoumise, NFP, on a mis pas mal de choses sur la table, et disent-ils, ils vont le faire à hauteur de 20 milliards. Très franchement, première réflexion que je vous dis là, c'est que moi j'ai beau faire les additions de ce qu'ils nous proposent, je ne trouve pas 20 milliards. Donc je me demande à quel niveau on ne va pas avoir là un effet d'annonce pour essayer de compenser les 40 milliards d'austérité. Mais ils le mettent sur la table, ils disent qu'ils vont aller chercher des choses, on va regarder. Et évidemment, si jamais c'est dans leur budget, eh bien nous proposons des amendements pour aller plus loin, mais pour les faire avancer plus loin là. Sauf que ça leur pose déjà un petit souci, c'est que, figurez-vous, les macronistes pur jus, je pense notamment à M. Darmanin aujourd'hui, sont pas du tout d'accord. Parce que pour eux, ça hors de question de toucher, non pas aux impôts, mais aux fortunes des plus riches. Donc ils disent qu'ils voteront carrément contre le budget. Donc ce gouvernement Barnier, parce qu'il met juste le doigt, même de manière très légère, sur l'augmentation des impôts des plus riches, est susceptible finalement d'avoir un bloc, c'est pas une majorité, mais avoir un socle de députés qui était censé voter pour lui, ne pas voter pour lui, et ce qui a trait sa fin. Donc ça, c'est déjà un élément à avoir en tête, c'est que cette majorité, gros guillemets, est déjà sous tension. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce budget au niveau de la Commission ? Et notamment avec les groupes du NFP, eh bien, on va proposer des amendements qui vont décliner le programme du NFP, puisque vous savez qu'on se faisait fort d'aller chercher 150 milliards de recettes en plus, et de permettre que ces 150 milliards servent à des dépenses en faveur de l'éducation, de la santé, du logement et évidemment de la bifurcation écologique. Donc on va proposer ces amendements à ma commission, et moi je pense que beaucoup de ces amendements vont être retenus par ma commission qui va se réunir à partir du 16 octobre, et que le budget va sortir profondément transformé. Alors, à partir de là, on verra bien ce que fait le gouvernement. Est-ce qu'il tente d'aller devant l'hémicycle pour avoir le même résultat, c'est un budget profondément transformé, vu la composition de l'hémicycle en faveur d'une politique un peu plus juste, et puis rapportant de l'argent à l'État, ou est-ce qu'il ne le veut pas, est-ce qu'il tente un 49.3, s'il y a 49.3, il y a motion de censure, et moi je pense à cette heure que la motion de censure pourrait à ce moment-là être votée. Voilà le schéma de la bataille budgétaire qui s'amorce devant nous, et qui fait que moi, mon intuition, aujourd'hui, j'en suis absolument pas certain, mais que je pense que le gouvernement Barnier, parce que c'est un gouvernement illégitime, qui n'a pas de majorité, qui propose, malgré ces quelques hausses d'impôts, en réalité la poursuite d'une politique totalement délétère d'austérité, je vous l'ai dit, historique, ce gouvernement, à mon avis, ne passera pas l'hiver. Ça, c'est la bataille budgétaire qu'on a devant nous. Une autre bataille qui s'amorce aussi, qui va s'amorcer, c'est évidemment, dès maintenant, la question de la bataille de la censure, puisque la première motion de censure va être présentée la semaine prochaine par les groupes NFP, motion de censure qui permettra de voir ceux qui permettent à ce gouvernement d'entamer sa politique, et permettra de voir aussi ceux qui, en réalité, ne veulent pas abroger la réforme des retraites, puisque si on faisait sauter ce gouvernement, si on avait un gouvernement NFP, il y aurait abrogation de la réforme des retraites. Donc, motion de censure la semaine prochaine, vraisemblablement, elle ne passera pas parce que le RN a décidé d'être la béquille du macronisme, il a décidé de ne pas la voter. Il y a aussi, vous le savez, le processus de destitution qui se poursuit à l'Assemblée. Historique, c'est historique. Il a été pour la première fois discuté en commission des lois, et on va continuer à essayer de faire en sorte qu'il atteigne l'hémicycle. Mais ça nous permet, j'allais dire, de pointer la responsabilité première du chef de l'État dans la situation absolument délétère et antidémocratique qui est celle dans laquelle il a conduit le pays. Donc je crois que pour la suite, c'est absolument essentiel. Pourquoi la suite ? Parce que si le gouvernement Barnier finit par sauter, je pense que c'est à nouveau l'alternative entre donner au NFP la possibilité de gouverner avec Lucie Castec comme Premier ministre qui se posera, ou alors la démission du chef de l'État, à laquelle vous avez vu, y compris dans son camp, plusieurs aujourd'hui personnes
estime que c'est possible avec là, du coup, ce qui serait une élection présidentielle anticipée. Troisième point de cet exposé, une autre bataille, c'est celle de l'abrogation des réformes des retraites qu'on va essayer de mener à bien à l'Assemblée par plusieurs manières. D'abord des amendements dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, même si l'article 40 qui implique de ne pas faire de dépenses dans des amendements de projet de loi va rendre compliqué le fait de l'abroger purement et simplement, mais aussi le texte qu'on va présenter dans la niche et les filles fin novembre, et qui, là, est susceptible d'être voté par l'Assemblée nationale, et dans ces cas-là, qui pourrait aller au Sénat très rapidement, puisqu'au Sénat, on a d'autres groupes NFP qui ont expliqué qu'ils le mettraient au programme, et donc on rentrerait à nouveau dans un processus possible d'abrogation de la réforme des retraites, sachant évidemment que le meilleur moyen, ça serait le gouvernement NFP pour pouvoir l'acter. Juste un mot là-dessus, on sait qu'il y a une niche RN qui sera fin octobre. Notre groupe n'a pas encore pris sa décision sur le vote sur cette niche, mais il y a une chose est sûre par contre, c'est que c'est à l'heure absolue. Tout simplement parce que le texte proposé par le RN n'a aucune chance d'aller au Sénat. Le RN n'a pas de groupe au Sénat qui peut le mettre au calendrier du Sénat, donc c'est une manière pour le RN de s'habiller de manière commode d'un peu de protestation sociale, enfin montrer qu'il est du côté des travailleurs, alors que pendant les réformes des retraites, il n'a absolument rien fait en termes de mobilisation, et que, je vous le dis, pour l'instant, a priori, il ne votera pas la motion de censure cette semaine qui aurait pu permettre d'en finir avec ce gouvernement et d'ouvrir sur un gouvernement qui abroge la réforme des retraites, et que dans sa niche, ce texte sera borné, puisque même s'il était adopté, donc ça montre bien qu'on est là dans un leurre et qui donnerait à bon compte au RN, j'allais dire, un crédit social qu'il ne mérite pas. Dernier point de Bienvenue à la Comfy, c'est évidemment la situation internationale qui continue, vous le savez, à me préoccuper. On avait Benjamin Netanyahou qui avait essayé de placer depuis le début sa politique vis-à-vis du peuple palestinien sous l'égide d'une guerre du choc des civilisations. Autrement dit, le camp du bien contre le monde arabo-musulman, incarné par le Hamas. Et c'est un peu comme ça qu'il comptait habiller ce qui est en réalité un conflit colonial, un conflit qui vise à empêcher le peuple palestinien d'avoir un jour un État, y compris en prenant le risque d'un génocide à Gaza. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces jours-ci, ça montre qu'il va jusqu'au bout de cette volonté d'un choc des civilisations, avec l'offensive sur le Liban, qui est un pays voisin, donc qu'il envahit de manière terrestre, qu'il bombarde en plein centre de sa capitale, et évidemment, à partir de là, la réaction de l'Iran, qui n'est qu'une manière eux aussi de cotiser à ce choc de civilisation, mais qui peut entraîner cette région dans une guerre dont chacun peut mesurer la dangerosité, et en plus entraîner aussi les pays occidentaux, puisque pour l'instant les États-Unis suivent dans cette guerre. Donc une fois de plus, nous ce que nous demandons, c'est à la France de ne pas participer à ça, de dénoncer la politique d'agression du gouvernement Netanyahou, et une fois de plus d'être du côté de ceux qui œuvrent pour la paix, qui passent encore une fois par le fait de dénoncer toute ingérence et toute invasion et toute offensive militaire sur le Liban, d'une France qui continue à vouloir imposer le cessez-le-feu à Gaza, ce qui implique évidemment la libération des otages, mais aussi la libération d'ailleurs des prisonniers palestiniens qui sont aujourd'hui par milliers dans les geôles israéliennes. La reconnaissance de l'État de Palestine, et en attendant d'être capable de prendre des mesures économiques et d'embargo notamment sur les ventes d'armes à Israël pour que on arrive à mettre fin à la politique offensive, réactionnaire, à bien des égards raciste du gouvernement Netanyahou. Et on manifestera d'ailleurs ce samedi 5 octobre sur tous ces éléments qui évidemment nous préoccupent. Voilà, j'arrête là pour cette première épisode de la Comfy. Il y aurait d'autres choses à vous dire, mais je pense que j'aurai l'occasion de le faire lors d'un prochain épisode. Merci à vous.